Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence rencontre témoignage organisée par l'association AP21. C'est notre deuxième manifestation de cet ordre, la première ayant eu lieu également à l'église Sainte-Élisabeth sur le thème de l'éducation et la liberté. En effet, notre association a pour but de concilier la foi catholique et la psychologie ou le métier de psychologue. Alors lorsque nous avons l'occasion de travailler sur des thèmes qui concilient ces deux aspects, eh bien nous ne nous en privons pas. AP21 est une association qui a été fondée en décembre 2012 par 6 psychologues catholiques afin de favoriser l'articulation entre la psychologie et la foi catholique. Elle a pour objet de permettre à des psychologues catholiques d'approfondir leurs pratiques dans un soutien intellectuel, spirituel, fraternel et une connaissance mutuelle. Et elle se rend également présente à titre gratuit auprès de différentes institutions et organisations religieuses ou laïques lorsque surgit une problématique où se croisent la vie de l'Église et la foi. Nos membres et notre association promeuvent le respect de la dimension psychique de l'homme, le respect et la reconnaissance de la vie spirituelle de l'homme, le respect de la vie humaine de son commencement à sa mort. Et nous avons actuellement 40 membres répartis dans différentes régions de France. Alors ce soir nous recevons Manon. Manon que j'ai en fait rencontrée par personne interposée à la suite d'une conférence, justement la conférence à laquelle je viens de faire référence qui avait eu lieu ici. Était venu un psychologue chrétien qui ensuite a rencontré Manon et qui a pensé qu'on pourrait se rencontrer, Manon et moi, car Manon avait écrit un livre sur un sujet qui pouvait intéresser notre association. C'est ce sujet dont nous allons parler plus longuement et ce livre dont nous allons parler, dans lequel Manon témoigne de son parcours de guérison des troubles bipolaires dans la rencontre avec celui qu'elle appelle « mon potentiel », c'est-à-dire Dieu. Alors je ne vais pas définir Dieu. En revanche, je peux trouver des définitions accessibles à chacun d'entre nous concernant le ou les troubles bipolaires. Et très simplement, je peux me référer à la préface du premier livre de Manon, dans lequel donc elle témoigne de ce parcours et qui nous occupera ce soir. Dont la préface a été écrite par un psychiatre, Christian Gay, spécialiste du trouble bipolaire, et qui suivait Manon. Il nous dit donc, faisant référence à cette époque de la vie de Manon, Manon est atteinte de troubles bipolaires de type 1, qui correspond à l'ancienne dénomination de psychose maniaco-dépressive bipolaire. Il en existe différentes formes. Alors ces différentes formes vont mettre en avant l'aspect manie, c'est-à-dire excitation avec joie, achat compulsif, etc., ou bien l'aspect dépressif. Les différentes formes vont spécifier l'alternance de ces deux phases, qui sont donc le cœur de la définition, leur gravité et à quel moment on se trouve donc dans ces phases-là. Et c'est ainsi qu'on va définir les différents les différentes sortes de troubles bipolaires. Alors il semblerait qu'il y ait des bipolaires célèbres. Dans les grands auteurs, on peut citer Molière, semblerait-il, Voltaire aussi, je vois que la foule approuve, les gens lettrés de cette assemblée approuvent. Dans les hommes de pouvoir, nous aurions Napoléon Bonaparte, Alexandre le Grand, la princesse Diana, et Abraham Lincoln. Également Winston Churchill. Et puis bien sûr les artistes. Tout le monde sait que les artistes sont très sensibles et sont sujets à des peut-être pics d'humeur plus importants que le commun des mortels. Alors Berlioz, Handel, Chopin figurent dans la liste de personnes ayant été atteintes de cette affection. Voici donc Manon. Alors Manon, avez-vous eu une bonne journée? Oui, très bonne, merci. Est-ce que toute la journée d'aujourd'hui, par exemple, ressemble à une journée
courante pour vous? Oui, si vous faites référence à mon humeur, alors elle est stable aujourd'hui. J'ai toujours tendance le soir à noter, comme on me l'a conseillé, mon humeur pour voir où j'en suis. Je me surveille toujours et aujourd'hui tout va bien. Eh bien, nous en réjouissons et nous sommes heureux de vous accueillir ce soir. Alors, est-ce que Manon, vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours? Oui, bien sûr. Donc, ce que le docteur Christian Gay nous enseigne, c'est qu'en fait, les troubles bipolaires ont une origine biopsychosociale. Alors, biologique, ça fait référence à l'aspect génétique. Oui, pardon. Ah, il faudrait parler plus fort, je crois. Donc, dans ma famille, je me suis renseignée, mais il n'y a pas à ma connaissance de personnes qui souffrent de troubles bipolaires, parce qu'il y a des familles dans lesquelles on en voit un peu à chaque génération. Moi, ce n'est pas mon cas. Il y a aussi une origine psychologique des troubles bipolaires, c'est-à-dire que la vie d'un bipolaire, en général, n'est pas un long fleuve tranquille, et on peut remarquer dès l'enfance des situations de carence affective ou de maltraitance. Et enfin, il y a un aspect social qui est un événement majeur qui va vraiment faire flamber les troubles bipolaires. Alors dans mon cas, l'aspect psychologique est que mon enfance a été marquée par des maltraitances de la part d'une sœur aînée et des parents qui ont démissionné face à cette situation qui a duré toute mon enfance, tellement ma sœur était violente et mes parents n'osaient pas intervenir. Et donc, l'image de moi-même que j'ai véhiculée était une image très dévalorisée, broyée de moi-même. Donc, suite à ces maltraitances, une fois adulte, j'avais tellement conscience que je ne valais rien que je me suis remise dans une situation de harcèlement moral et de violence en épousant un homme qui avait une personnalité de pervers narcissique. Et donc là, ça a été la continuation de la destruction de ma personnalité au point que je ne savais plus du tout qui j'étais. J'ai réussi à me séparer de cet homme. Le mariage a été rendu nul dans l'église, mais cependant, c'est à partir de ce moment-là que les troubles bipolaires ont commencé. Et comme c'est souvent le cas, il s'est écoulé 7 longues années entre le début des troubles et le diagnostic. Ce qui fait que pendant 7 années de ma vie, les successions d'épisodes dépressifs et de phases maniaques se sont succédées. Donc concrètement, au niveau professionnel par exemple, en phase maniaque, je n'avais peur de rien, j'étais tellement confiante en moi que je me faisais embaucher pour des postes qui étaient souvent démesurés. Et peu de temps après, je me rendais compte des responsabilités qui m'incombaient, les angoisses m'assaillaient et je rompais la période d'essai. Et suite à ça, s'en suivait une longue période de dépression qui pouvait durer 1 an ou plus. Et donc ce cycle infernal de manie et de dépression s'est succédé pendant 7 années consécutives, pendant lesquelles je me faisais embaucher, je démissionnais, dépression, et puis un jour ça repartait tout seul, et je me refaisais embaucher, et démission, et dépression. Donc c'était vraiment l'enfer, j'ai perdu des années de ma vie. Et un jour, j'ai fait des recherches sur Internet parce que non seulement j'avais des troubles bipolaires, mais aussi j'ai d'autres troubles psychologiques qui se sont accumulés. J'ai commencé à développer des troubles, des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs. Ça, c'était suite à une mésaventure. J'étais allée vivre dans les Cévennes. À un moment, j'avais tout quitté. Je voulais changer radicalement de vie. Et je me disais qu'en allant vivre dans un gîte et en faisant chambre d'hôte, table d'hôte, biologique, végétalienne, tout irait bien. Mais bien mal m'en a pris puisque la marche était trop haute. Donc, j'ai développé des troubles obsessionnels compulsifs qui correspondent à des angoisses très fortes et fondamentales. Et aussi, j'étais tellement déçue par cette expérience d'éco-village que je suis revenue chez moi en urgence et je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire. Donc, je suis devenue successivement et conjointement même anorexique et boulimique. Et comme si ça ne suffisait pas, je suis aussi devenue kleptomane. C'est-à-dire que je me mettais à voler de façon compulsive. Donc, tous ces troubles se sont accumulés au-dessus de ma tête et je ne savais vraiment plus du tout où j'en étais. Si ce n'est que j'ai réussi à comprendre suite à ça que le trouble racine, c'était le trouble bipolaire et que j'avais toutes ces comorbidités ou maladies associées. Donc je l'ai compris par moi-même, mais évidemment le docteur Christian Gay et même d'autres psychiatres ont confirmé par la suite ce diagnostic. Donc suite à...
partir de quand avez-vous vraiment eu le sentiment d'être atteinte par un trouble psychologique et de ne plus pouvoir contrôler la situation? Ce qui m'a vraiment fait peur et ce qui m'a alertée, c'est que à un moment, je ne me reconnaissais plus. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une personnalité très stable, très enjouée. Et à partir du moment où il y a vraiment une rupture dans la personnalité. Et c'est surtout les phases maniaques qui m'ont alertée, parce que, bon, à la rigueur, les phases dépressives, on voit bien ce que c'est, ce ralentissement psychomoteur, cette envie de mourir même. Mais les phases maniaques, c'est absolument terrible, puisqu'il y a une mise en danger non seulement de ma personne, mais aussi des autres. Donc, par exemple, concrètement, pendant les phases maniaques, moi, j'étais amenée à faire des excès de vitesse, à me mettre en danger par la conduite automobile. Donc, il me prenait une envie frénétique et irrépressible au début de faire des excès de vitesse, de griller des feux rouges, de me mettre en danger. Ça me procurait une décharge d'adrénaline qui, pour moi, était une sorte de drogue, un euphorisant. Et ça m'a vraiment, vraiment alertée, ainsi que la kleptomanie aussi. Donc, progressivement, à partir de ce trouble source, d'autres troubles en comorbidité qui vous donnaient ce sentiment d'être vraiment enfermé dans quelque chose de très angoissant, d'anormal et de ne pas pouvoir le contrôler. Absolument, c'est l'aspect incontrôlable qui est absolument terrifiant, oui. Vous avez à un moment donné eu recours à des médicaments? Oui, bien sûr. Donc, quand j'ai été diagnostiquée bipolaire, tous les psychiatres que j'ai rencontrés, parce que j'en ai rencontré plusieurs, je voulais vraiment être sûre, me disaient qu'il fallait absolument un traitement médicamenteux, et ce pendant toute la vie. Un traitement lourd, donc à base de thymorégulateurs, c'est-à-dire de régulateurs de l'humeur, associés en général à des antidépresseurs, voire à des anxiolytiques, voire à des somnifères, parce qu'il y a aussi souvent des problèmes de sommeil, etc. Et il se trouve que j'ai fait des essais médicamenteux, mais que je suis intolérante aux médicaments, c'est-à-dire que j'avais toujours beaucoup d'effets secondaires et pas d'amélioration notable. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dû comprendre que pour moi, il fallait que je me passe d'un traitement trop lourd. Et comment est-ce que vous avez pris cette décision ou résolution de vous passer de ce traitement très lourd? Conjointement avec les médecins, en fait, avec le docteur Christian Gay, donc le préfacier du livre, j'ai fait la psychoéducation. C'est-à-dire qu'au bipolaire, on conseille de faire une éducation en groupe. On se retrouve entre patients avec éventuellement des membres des proches de la famille. Et c'est animé par des psychologues et des psychiatres qui nous enseignent vraiment ce que sont ces troubles et quels sont les moyens d'agir dessus, non seulement médicamenteux, mais aussi au niveau de l'hygiène de vie et des techniques que l'on peut mettre en place pour essayer d'endiguer les crises lorsque l'on sent que l'humeur commence à diminuer ou à monter. Alors maintenant, vous venez de nous résumer, de nous retracer toute une première période de votre vie, une période difficile, lourde, angoissante, le côté sombre peut-être de votre existence, après une enfance que vous décrivez également très bien dans votre livre et dans laquelle il y a des fenêtres de lumière et de la poésie et des bons souvenirs et des bonnes relations dans lesquelles encore aujourd'hui vous pouvez creuser. Mais enfin, vous venez surtout d'insister sur cette première partie si pénible pour vous, chargée de souffrance. Et pourtant, lorsque vous avez donc écrit ce premier ouvrage, De l'enfer à mon chemin de liberté, qui est le sous-titre, mais qui affirme bien l'existence du trouble bipolaire, nous sommes alors dans une période plus heureuse. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a conduite à écrire ce livre? Ce qui m'a conduite à écrire ce livre, c'est que ce qui m'a effrayée, c'est le diagnostic des médecins me disant que j'avais une maladie incurable. Ils m'ont vraiment dit que si je ne prenais pas de traitement médicamenteux, j'étais pratiquement condamnée, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le taux de suicide chez les bipolaires est énorme. Il y a à peu près 20% des bipolaires qui passent à l'acte, et ce, même parmi ceux qui sont traités. Et moi, je me disais que je ne voulais pas accepter ce diagnostic, que ce n'était pas possible. J'ai la foi depuis que je suis toute petite et je ne pouvais pas penser que Dieu m'avait créée pour que je mette fin à mes jours. Et donc, j'ai voulu écrire un livre parce qu'il en existe sur les troubles bipolaires, mais il en existe peu qui soient vraiment positifs et porteurs d'espoir. Souvent, les bipolaires aiment bien raconter leur phase maniaque. Ça amuse beaucoup les gens parce qu'ils font un peu n'importe quoi
mais je ne trouvais pas ça très constructif. Et je me suis dit, il faudrait vraiment un livre qui porte un message d'espoir et qui montre que de cette maladie, on peut s'en sortir. Moi, j'ose dire qu'on peut en guérir, même s'il y a des gens qui n'acceptent pas ce terme. Et c'est mon chemin de guérison, en tout cas, que j'ai voulu narrer dans cet ouvrage. Un chemin de guérison. Dans le chemin de guérison, je dis que certes, j'ai mis en place mes propres thérapies, je me connais bien, maintenant je sais ce qui me fait du bien. Donc j'ai des techniques artistiques ou créatives comme la danse, comme le fait de jouer d'un instrument de musique, ça m'aide à me calmer, à jouer sur mes angoisses, à prévenir des phases trop dépressives. Mais surtout, par-dessus tout, c'est vrai que j'ai mon Dieu, que je connais depuis que je suis petite, qui existe, et c'est surtout mon chemin de foi que j'ai voulu retracer dans cet ouvrage. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette relation avec Dieu ? Oui, bien sûr. Donc, je me souviens que depuis ma plus tendre enfance, depuis que j'ai 5-6 ans, je rêve d'un Dieu qui, même si je vivais des moments difficiles, j'avais l'impression d'être seule au monde, que personne ne m'accompagnait. Je rêvais déjà d'un Dieu qui était présent et qui me tenait la main, et cette présence vraiment m'assurait d'un réconfort depuis mon plus jeune âge. Et ensuite, une fois adulte, j'ai fait des rêves très poignants avec le Christ, où je me voyais par exemple mon ex-conjoint qui me laissait sur le bord de la route, et le Seigneur qui passait là et qui me prenait sur son dos. Et dans des moments tellement terribles que j'ai vécus, c'est vrai que pour moi ça a été une grande source de réconfort. J'ai aussi vu un regard d'une bonté et d'un amour, toujours en rêve, que je ne connaissais pas. Et j'ai entendu ces mots très puissants qui m'ont aidé au plus profond de la tempête. C'était tout simplement tu es guéri. Et je me suis accrochée à ces mots, j'y ai cru. Et je savais que pour moi c'était vraiment une promesse, une véritable promesse de guérison. Ensuite, j'ai rejoint des églises. J'ai pas voulu cheminer seule. Et aujourd'hui, je dis que mon médicament quotidien, c'est de lire la Bible. C'est lire la Bible et notamment les psaumes. Pour moi, les psaumes sont vraiment un vecteur de guérison très puissant, le fait de les proclamer à voix haute. Et pour moi, mon meilleur médicament aujourd'hui. Alors, je crois, pour avoir déjà échangé avec vous, je crois que vous pouvez aller même plus loin dans le descriptif de cette articulation entre votre foi, entre votre rapport à Dieu créateur et ce parcours de guérison. Vous m'avez décrit en fait plusieurs étapes, et en précisant qu'en fait Dieu n'intervenait pas de la même façon selon les troubles, et en précisant aussi qu'il y avait eu une sorte de mélange entre la foi, c'est-à-dire la conviction que Dieu vient ou viendra à votre secours, et la constatation de sa présence également, et l'aspect aussi volontariste, décisionnaire de votre part. J'ai entendu dans votre récit plusieurs étapes. Alors, c'est vrai qu'au début, je me considérais beaucoup comme une victime. Je me disais, j'ai été victime de ma sœur, j'ai été victime du harcèlement de mon conjoint. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, vraiment, je me suis non plus vue vraiment comme victime, mais comme coupable vis-à-vis de lui. Et je me suis rendu compte que j'avais à mettre des choses en ordre dans ma vie, que je connaissais pas bien la Bible, que j'avais pas forcément agi concrètement par rapport à tout ce qu'il nous demandait de faire. Donc j'étais amenée à renoncer à certaines choses, à mettre des choses en ordre dans ma vie. Et le deuxième aspect, c'est je me suis rendu compte que j'avais cette conscience intérieure, je pense que c'est l'Esprit Saint qui me disait de pardonner en fait. Et pardonner, ça a été une grande étape dans ma vie de foi, de pardonner à ma sœur, à mon conjoint. J'ai pu le faire de visu. Et c'est vrai que ces expériences de pardon ont été les plus profondément spirituelles de ma vie. Par exemple, lorsque j'ai dû pardonner à mon conjoint, j'avais fait un pèlerinage avant, un voyage spirituel pour avoir la force de pouvoir lui pardonner. J'étais en face de lui, je lui ai dit que je lui pardonnais pour, entre autres, toutes ces maîtresses dont il ne se cachait pas. Non. Et à ce moment-là, j'ai senti un tel flot d'amour débordant qui m'a traversée,
et qui allait en direction de cet être à qui je pardonnais, que j'ai su que ça venait pas de moi, que cet amour était vraiment d'une nature surnaturelle. Et pour ça, je suis infiniment reconnaissante à Dieu d'avoir réussi à pardonner. Pour moi, ça a été vraiment une étape sur le chemin de guérison. Vous m'avez même dit que, selon vous, en fait, votre conviction était que Dieu était le meilleur des thérapeutes. Vous m'avez dit, Dieu est le meilleur des thérapeutes, n'est-ce pas? Oui, déjà, donc par sa parole, la Bible. Et aussi, je me rends compte que Dieu m'a permis de faire tout un chemin par rapport à... j'ai fait un jeu de mots sur le potentiel. Et mon potentiel en amour m'a été vraiment volé et dénigré, piétiné par mes bourreaux, entre guillemets, au point que je ne savais vraiment plus du tout qui j'étais quand je suis sortie de ce mariage. J'avais l'impression de sortir d'une secte, c'est ce que ma famille m'a dit, mais je savais tellement plus qui j'étais que je demandais sans arrêt aux autres ce que je devais penser, ce que j'avais le droit de dire ou non. Et en fait, Dieu, mon potentiel, a eu pour rôle, entre autres, de me révéler mon potentiel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pu lui faire confiance, il m'a vraiment aidé à me reconstruire et à me montrer quelques dons ou quelques talents que je pourrais faire fructifier vraiment pour sa gloire. Donc c'est depuis ce temps-là que je me suis adonnée, par exemple, à l'écriture ou au témoignage. À partir de quand avez-vous eu la conviction que Dieu était le meilleur des thérapeutes, au point de venir maintenant nous dire que votre mission est de témoigner pour la gloire de votre potentiel? Je pense que c'est à partir du moment où, en fait, plus j'étais désespérée d'un point de vue médical, à cause des médecins, de l'aspect médical qui me condamnait, et plus je me suis tournée vers Dieu, même si au tout début j'avais ce chemin de foi, alors même que les troubles s'amoncelaient. Et c'est une conviction très profonde, mais je ne pourrais pas dire que ça s'est passé vraiment à un moment précis, ça a été vraiment tout un cheminement. Qui nous montre la créativité de Dieu et son attention à votre égard. C'est sûr, oui. Est-ce que, à la lumière de votre expérience, avez-vous des conseils à délivrer à des personnes qui traverseraient une situation semblable à la vôtre? Eh bien, ce que je peux conseiller, c'est... Je sais que les troubles bipolaires, c'est extrêmement grave et dramatique, comme j'espère vous le faire comprendre. Mais en aucun cas, je ne conseille aux bipolaires d'arrêter leur traitement, puisque c'est souvent une question qui m'est posée. Non, c'est bien trop grave. Et lorsqu'un psychiatre dit à un malade de prendre son traitement, je sais que ça ne s'arrête absolument pas comme ça, que ça peut se faire que progressivement, avec l'accord d'un psychiatre, et que sinon les effets sont vraiment trop délétères. Donc tout ce que je peux conseiller, c'est de continuer à avoir une aide psychiatrique et psychologique. Moi, la psychologie m'a beaucoup aidée personnellement. De faire de la psychoéducation, donc pour apprendre à mieux se connaître et puis à soigner son hygiène de vie. Ça, c'est particulièrement indispensable pour nous de garder un rythme de vie qui soit à peu près régulier. Et puis aussi, tout un chacun d'entamer son chemin de foi. Vous avez également une métaphore qui vous est familière sur votre fragilité, je crois. Oui, c'est à propos des tasses. J'aime bien cette histoire des tasses chinoises. En Chine, ils fabriquent des tasses en porcelaine d'une très grande finesse. Et ils ont l'habitude, lorsque ces tasses sont cassées, non pas de les jeter, mais de les recoller avec de l'or, de l'or fin, de l'or pur. Et ce qui fait qu'on trouve encore en Chine de très vieilles tasses qui sont recollées de partout et qui ont une valeur infinie. Et elles sont achetées très cher par de riches collectionneurs. Et moi, je me dis que je suis comme une de ces tasses. Je suis fêlée
Et j'aime bien cette citation de Michel Audiard, enfin on l'attribue à Michel Audiard qui dit heureux les fêlés car la lumière les traverse. Et moi je veux bien croire que, ayant été fêlée de partout, j'ai permis à Dieu de recoller les morceaux cassés de ma vie avec l'or pur de sa miséricorde et de son amour. Et aussi Jésus qui est la lumière, à partir du moment où on laisse l'Esprit Saint rentrer en nous, et ben, je pense que cette lumière peut diffuser à travers de nos fêlures comme le ferait un vitrail. Et votre façon à vous de transmettre cette lumière, peut-être, se trouve dans les orientations de vie, orientations professionnelles que vous avez prises ces derniers temps, je pense. Le fait d'écrire des livres, pour vous, est-ce vraiment la... Oui, c'est vrai qu'écrire était pour moi... j'ai été largement dépassée en fait. Je ne pensais pas du tout que par un simple livre, je pouvais avoir un tel impact, puisque j'ai eu l'idée de mettre une adresse mail en fait au verso de mon premier ouvrage sur les troubles bipolaires. Et j'ai été étonnée de recevoir des centaines et des centaines de lettres de lecteurs, toutes plus touchantes les unes que les autres, souvent des personnes atteintes elles-mêmes par les troubles bipolaires, souvent dans des situations désespérées. Et j'ai pu constater par les échanges qu'on a eus, c'était souvent des échanges très fournis, qu'il y a bien des situations qui ont pu être dénouées, améliorées, des gens encouragés, relevés. J'ai même pris mon téléphone, j'ai appelé de nombreuses personnes et c'est vrai qu'il y a des magnifiques chemins de guérison qui se sont opérés aussi chez de nombreux lecteurs. Et puis parmi tous ces lecteurs, il y a une lectrice qui m'a écrit qu'à la lecture de ce que je décris de mon enfance notamment, c'est une lectrice qui s'y connaissait beaucoup dans le phénomène des enfants précoces et des adultes surdoués, que j'avais des caractéristiques qui lui semblaient correspondre à cet état de fait. Donc j'ai voulu en avoir le cœur net et il y a quelques années seulement, je suis passée auprès d'une psychologue spécialisée dans la douance. La douance, c'est-à-dire le surdon, le fait d'être surdoué. Et donc, en passant les tests de quotient intellectuel, je me suis rendu compte que j'étais dans ce cas. C'est-à-dire que j'étais une enfant précoce et que je ne l'ai pas su évidemment de toute mon enfance et que je viens juste de découvrir cette caractéristique récemment. Et c'est la raison pour laquelle vous avez souhaité aller plus loin dans votre révélation, de votre témoignage. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai écrit le second ouvrage qui relate cette expérience. C'est une sorte de relecture de ma vie avec ce nouvel éclairage. Donc moi, Manon, l'inclassable, avec un jeu de mots sur l'inclassable. Il y a des lettres entre parenthèses, ce qui fait que ça peut être lu l'incasable ou bien l'incassable. Enfin bon. Et voilà, c'est le deuxième ouvrage dont Clotilde a rédigé la préface. Et ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle même ce soir on va jusqu'à évoquer ce deuxième livre, c'est par écho avec ce terme, la façon dont vous qualifiez Dieu en l'appelant mon pote en ciel. Et le jour où vous avez en fait découvert que vous étiez un adulte et que vous aviez été un enfant à haut potentiel, ce terme qui était sorti de votre cerveau, de potentiel, ne vous a pas semblé fortuit? C'est vrai que ça c'était très fort. Je trouve que Dieu a vraiment beaucoup d'humour. De ce point de vue-là, je ne m'attendais pas à une telle révélation. Et ce jeu de mots sur potentiel, là, ça a été au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Oui. Alors, merci pour ce témoignage. Y a-t-il des choses que vous souhaitiez encore spontanément nous partager avant que d'autres personnes osent vous interroger? Pour l'instant, je ne vois pas, non. Alors, nous n'avons pas de micro. Non, mais quand vous parlez fort, on vous entend. Ah, merci. Pour ce compliment spontané de la foule. Alors, nous avons une... Alors, le titre de la soirée
était rencontre avec des psychologues. Alors dans la salle, nous avons donc des psychologues qui se sont rangés à ma gauche, globalement, là, au fond à gauche, position d'observation privilégiée des psychologues. Et alors, nous n'avons pas de micro, mais en cas de débordement de la salle, nous ferons comme si, et la parole sera donnée quand même par ma collègue membre du conseil d'administration qui s'était chargée de faire passer le micro. Donc pour l'instant, comme tout le monde se tient bien, nous n'avons pas besoin de cette simulation, mais enfin, si nécessaire, ce sera fait. Voilà. Alors les psychologues en premier lieu, peut-être donc pour être fidèles à notre ordre du jour, ont sans doute des questions à poser ou des commentaires à faire auprès de Manon. Je peux poser une question ou c'est trop tôt? Un tout petit peu trop tôt. Un peu d'organisation s'impose. Alors c'est vrai que les psychologues sont des gens qui exercent un métier d'écoute. Et alors lorsqu'en fin de journée, brutalement, on leur demande de parler... Une question. Vous parlez à plusieurs reprises du psychiatre professeur Christian Gay. Gay. G-A-Y. Gay. Est-ce qu'il a une manière de travailler particulière, une orientation particulière J'ai entendu parler de psychoéducation. Alors la question est posée par la vice-présidente d'AP21, Madame Pietri, qui nous interroge sur les qualifications particulières du docteur Gay et les techniques qu'il emploie. Je me permets de répéter car notre séance est enregistrée et voilà, de façon à ce que l'enregistrement soit de meilleure qualité. Alors Manon. Donc je sais que le psychiatre Christian Gay est spécialisé depuis des dizaines d'années dans les troubles bipolaires. C'est vrai qu'il est particulièrement connu parce qu'il est vraiment particulièrement relayé dans les médias. On le voit très souvent lorsqu'il y a des émissions à la télévision, c'est lui. Parce qu'il est connu justement, oui, pour ses séances de psychoéducation qu'il fait à la clinique de Garches, là où il exerce, de façon tout à fait bénévole. Donc il fait un travail remarquable d'éducation des malades et aussi, ce qui est remarquable, c'est qu'il accueille les familles. Parce que mes parents ont reproché à certains psychiatres en fait de s'être fait jeter. Il y a certains psychiatres qui ne veulent absolument pas voir la famille. Et le docteur Christian Gay, lui, au moins accueille la famille, donc c'est un très bon élément. Et la psychoéducation, c'est vraiment remarquable. Donc son orientation, c'est celle-ci. Après, je ne sais pas du tout s'il en a d'autres plus spécifiquement. Je ne sais pas. Je ne pense pas, non. Alors, puisque la question porte sur le docteur Gay, avec un peu peut-être d'ironie, je voulais vous partager une réaction que j'ai eue à la lecture de la préface et que Manon m'a confirmée. En fait, c'est comme si on avait seulement le début de l'histoire. Le docteur Gay nous dit ce que c'est que les troubles bipolaires. Alors au singulier, au pluriel, nous avons des statistiques fort intéressantes avant de se plonger dans l'histoire particulière de Manon. Et puis les derniers paragraphes sont particulièrement pessimistes. Le cas de Manon est très particulier, dit-il, puisqu'elle ne peut pas supporter les médicaments. Lesquels médicaments ont été auparavant signalés comme étant indispensables pour soigner les troubles bipolaires. On nous précise que sous lithium, substance dont Manon est donc privée, sous lithium, le risque suicidaire est considérablement diminué. Et on nous dit que sans cela, l'amélioration de la qualité de vie est compromise, le maintien d'une intégration socio-professionnelle et familiale est douteuse, et qu'il en va de même pour le pronostic vital. Ainsi s'arrête la préface du docteur Gay. Dieu merci, nous avons ensuite 200 pages de contre-témoignages ou d'opposition par rapport au docteur Gay que j'ai été heureuse de lire. Merci beaucoup Manon. Ça, c'est pas très gai, hein. Absolument. Alors, oui.
Alors la question est posée par Madame Kwasiborski, psychologue clinicienne et membre du conseil d'administration d'AP21, qui nous pose une question précise et chère aux psychologues qui est « Qu'avez-vous pensé lorsque ?» Alors d'abord, le diagnostic de trouble bipolaire, je l'ai comprise en tout premier par moi-même. Et c'est pas un cas unique. En faisant mes recherches sur Internet, une nuit, justement, une de ces fameuses journées où j'avais une conduite automobile débridée, je me suis dit, c'est plus possible. Là, je deviens folle, je perds le contrôle, je ne sais pas ce qui se passe. Donc j'ai fait mes propres recherches et c'est vrai qu'avec Internet, en cherchant un peu, en faisant des recoupements, en conduite automobile dangereuse et puis avec les troubles associés, j'ai réussi à trouver ce trouble bipolaire. J'ai lu la définition, des témoignages de gens et je me suis dit, ah là, vraiment, ça correspond. Et pour moi, ça a été un soulagement, en fait. Un soulagement de me dire, d'accord, je dysfonctionne, c'est sûr, mais peut-être que ça correspond à quelque chose de connu, d'une part, et peut-être d'autre part que je ne suis pas la seule. Donc peut-être que ça se soigne, et peut-être que j'ai un espoir de m'en sortir. Donc avec tous ces peut-être, ça m'a vraiment donné une nouvelle direction pour pouvoir m'en sortir. Être moins seul, avoir des espérances de guérison, pouvoir comprendre ce qui nous arrive et en ressentir un soulagement, c'est certainement une expérience partagée par toutes les personnes lorsqu'enfin, en ce qui concerne les troubles psychiques, elles arrivent à mettre un nom sur ce qui leur arrive, ce qui est difficile, et je peux aussi le dire pour ce qui concerne le haut potentiel, rien n'est plus difficile que de mettre les mots sur un trouble psychique parce qu'il n'est pas visible. Et il n'a pas de manifestation somatique aussi simple que les maladies du corps. Et effectivement, ce soulagement, les personnes le ressentent comme première réaction lorsqu'on leur dit voilà ce qui se passe. D'où l'intérêt des livres de témoignages et pour le grand public. Après, c'est ma réaction. C'est vrai que mon entourage, ils n'ont pas eu la même réaction du tout. C'est vrai que pour l'entourage, annoncer qu'on a une maladie psychiatrique... Ouais, là, c'est plus de la peur, de l'angoisse, qu'est-ce qu'elle va devenir et son avenir, etc. Et puis après, il y a eu des phases de deuil par rapport à certaines capacités que j'avais avant, que j'arrivais plus à avoir sur le moment, et puis de la compréhension, et puis de l'acceptation. Enfin, ils sont passés un peu par tous ces processus-là aussi. Oui. Alors, d'autres questions ? Bon, écoutez, là, je crois que je vais donner la parole. Alors donc, madame au premier rang qui ne se tient plus d'impatience de nous dire quelque chose. Parce que j'étais en Eucharistie avec les Asiatiques, donc je n'ai pas tout suivi. C'est vraiment. Mais je suis très intéressée parce que j'ai une amie infirmière qui a des troubles bipolaires et qui, effectivement, dernièrement, en phase maniaque, elle se mettait à parler à tout le monde et c'est elle-même qui s'en est rendue compte qu'elle commençait à parler dans les magasins aux gens sans aucune raison. Et ça m'intéresse beaucoup d'assister à cette partie de la conférence parce que j'ai loupé le début. Mais justement, est-ce que les gens qui sont en province peuvent, s'ils ne sont pas suivis par Dr Gay, est-ce qu'ils peuvent éventuellement assister à des séances de psychoéducation à Garches? Alors, nous avons une question précise partant d'un témoignage précis. Y a-t-il d'autres endroits où se faire aider que les grands hôpitaux parisiens? Oui, je sais que quand on faisait la psychoéducation à Garches, il y en a qui venaient de loin, il y en a qui venaient de province et qui prenaient le train toutes les semaines pour venir assister à ces séances. Mais je sais aussi que ça existe en province de plus en plus, dans de nombreux hôpitaux, donc pas dans toutes les villes malheureusement. Mais ça se développe de plus en plus. Il y a une association au niveau national qui s'appelle Argos 2001, Argos comme la balise Argos, A-R-G-O-S, et 2001. Et c'est une association au niveau national spécialisée pour les troubles bipolaires. Et eux, il y a un site internet, il y a tout ce qu'il faut, un téléphone que je n'ai pas, mais ils doivent pouvoir indiquer où est-ce qu'on peut faire vraiment la psychoéducation. Et la désinhibition dont vous parliez, votre ami qui se met à parler avec tout le monde, c'est très caractéristique des phases maniaques. Oui.
une familiarité avec les gens, on peut se mettre à tutoyer des gens qu'on ne connaît pas. Oui. D'accord. Merci. Monsieur? Oui, j'ai pas lu votre livre, je trouve que c'est très intéressant, puis vous avez une posture très moderne, vous essayez de défendre votre point de vue, d'essayer de condamner ou objectiver par des gens supposés être des grands spécialistes. Enfin, je pense que vous avez des postures qui peuvent inspirer d'autres, c'est bien. Voilà. En vous écoutant, je pense à un ami qui a connu plusieurs tentatives de suicide, et même si les trajectoires de vie sont différentes, qui me disait que votre livre travaillait. Voilà. Sinon, j'avais une question. Avec le recul, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vos difficultés dans votre vie professionnelle, c'était pas aussi dû au fait que vous n'aviez pas pris conscience que vous étiez une sorte de surdoué? Est-ce que c'est seulement un problème de bipolarité? Avec le recul, vous en pensez? Alors ce monsieur souligne l'importance de témoignages modernes comme celui de Manon, et il nous oriente vers la question du croisement entre le ou les troubles bipolaires et la vie professionnelle, ce qui je crois est un sujet qui l'intéresse en particulier. Oui, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que les personnes qui sont surdouées, entre guillemets, ont tendance à avoir du mal à trouver leur place. Une des caractéristiques, c'est de prendre un emploi, d'avoir l'impression d'en faire le tour rapidement, et puis de démissionner pour se lancer dans autre chose, et de finalement avoir du mal aussi avec la hiérarchie, et de ne pas accepter trop les contraintes, de vouloir être assez autonome. Donc tout ça pourrait faire penser en effet à la douance. Mais ce que j'ai vécu moi entre 2006 et 2007, c'était vraiment, pendant les entretiens, un comportement un peu débridé, comme disait madame. Enfin, je ne tutoyais pas l'employeur, mais c'était vraiment presque ça. Enfin, je ne sais pas comment les employeurs se sont dit, ils se sont juste dit que j'étais très convaincante, mais c'est vrai que j'étais particulièrement exaltée, qu'on pouvait me confier n'importe quoi, que de toute façon j'étais la femme de la situation et qu'il n'y avait pas de souci, quoi. Et ça a marché. Mais après, ce qui était aussi vraiment, ça c'était caractéristique de la manie, et ce qui était vraiment caractéristique des troubles bipolaires ensuite, par la suite, c'était ces phases d'avoir l'impression de ne pas pouvoir gérer, parce qu'en tant que surdouée, j'aurais pu me dire que justement je gère, et puis que j'ai vite fait le tour, et que maintenant ça ne m'intéresse plus. Mais là, au contraire, c'était au secours, on m'en demande trop, je ne suis pas capable, j'y arrive pas. Et puis, comme j'ai signalé tout à l'heure, après les phases de dépression, là, c'était monumental. Donc, je pense que la douance, elle était tellement cachée, en fait, tellement cachée derrière les troubles bipolaires qui étaient tellement présents que c'était en toile de fond. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je repartais, en effet, je repartais dans d'autres directions. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai fait des tas de formations, j'ai pas arrêté de me convertir, de me reconvertir, de déménager, de changer de région, et ça aussi c'est assez typique d'une personne surdouée qui cherche et puis qui met toute son énergie dans tout ce qu'elle fait à 200%. Donc les deux étaient mêlés, oui. Alors, une autre question. Est-ce que les bipolaires sont très mal le matin, affreusement angoissés, vraiment épouvantable, et est-ce que au cours de la journée ça va mieux, ou c'est seulement un signe de dépression nerveuse? Est-ce que c'est quand on est comme ce dont vous parlez, c'est pire le matin et ça s'améliore un peu au cours de la journée pour que le soir ça aille assez bien? C'est vrai que j'ai noté ça chez moi et chez pas mal d'autres personnes bipolaires. En effet, l'humeur a tendance, en tout cas chez moi c'était le cas, d'être basse le matin, voire angoissée, comme vous le disiez, d'avoir du mal à mettre en route. Et malheureusement, c'est le soir où j'avais vraiment le plus d'énergie. Voilà, ce qui fait que je n'arrivais pas à m'endormir. Et qu'en plus des troubles bipolaires, j'avais des très graves troubles du sommeil,
voire un décalage de sommeil, de phase de sommeil qui faisait que je m'endormais parfois pas avant 3-4 heures du matin, tellement j'étais en forme le Est-ce que c'est soir. la même chose que ce qu'on appelait la neurasthénie, la dépression nerveuse, ou c'est différent? La neurasthénie, c'est le terme qu'on employait du temps de Pierre Oui, la Janet. neurasthénie, c'est la dépression nerveuse. Absolument, oui. Est-ce que c'est quelque chose de commun ou est-ce que c'est totalement différent? Alors, Manon a fait référence tout à l'heure à la conception dans laquelle actuellement il y a un peu consensus, qui est la théorie bio-psycho-environnementale. J'aurais tendance à penser que de neurasthénie, on est passé à névrose et à toute cette série dans laquelle on a la dépression, mais que l'aspect environnemental, pendant ce temps-là, depuis Pierre Janet, a évolué. Et j'aurais tendance à penser spontanément que l'aspect purement bipolaire, avec les hauts et les bas, sont davantage caractéristiques de la société actuelle, où il y a des sollicitations constantes de l'esprit et moins de stabilité. Je vous réponds sans en avoir la garantie de la faculté de médecine, mais enfin, cet aspect environnemental est important dans tous les troubles psychiques. Les maladies, l'occurrence des maladies n'est pas la même selon les sociétés, ou leur acceptation, ou leur définition. Et quant à cette affaire d'être beaucoup plus mal le matin que le reste de la journée, ça figure dans le diagnostic, et vous l'avez deviné d'ailleurs, dans le diagnostic de l'épisode dépressif majeur en fait. Donc c'est de l'épisode dépressif majeur. C'est la dépression elle-même qui est aggravée dans le diagnostic, dont on porte un diagnostic plus certain lorsqu'il y a ce creux vraiment au début de la journée. Alors ça, ce serait la dépression, et bien évidemment, lorsqu'on y ajoute l'alternance de plus en plus rapprochée et l'excitation en fin de journée, on se retrouve sur le trouble bipolaire intégrant la dépression. Donc c'est un peu parent. Oui. Ce sont des évolutions, comme les Pokémon peut-être. Alors, une question par le père Snoek. Oui, quand avec la description de ce que vous faites des troubles bipolaires, parmi les gens que l'on rencontre, que l'on peut essayer de chercher à aider, on peut, sans être thérapeute, constater que la personne a peut-être des troubles bipolaires. Que faire, que dire pour aider la personne à avancer? Qu'est-ce qui pour vous a été déterminant pour reconnaître, là vous avez été fouillé dans les témoignages, pour reconnaître, mais c'est que vous commenciez à avoir un diagnostic sur vous en disant ça va pas très bien. Mais justement, est-ce que de dire à la personne attention, enfin voilà, peut-être que vous n'allez pas bien, qu'est-ce que vous conseilleriez pour vous avez galéré pendant de nombreuses années, est-ce que vous pensez que vous aurez quelle parole, quel conseil qui aurait pu vous aider à avancer plus vite, découvrir les problèmes? Alors la question est posée par le père Xavier Snoek, curé de Sainte-Élisabeth. Et c'est intéressant cette complémentarité des questions où Manon nous a dit quels conseils on pouvait donner du point de vue, disons, psychothérapeutique, quelles étaient les approches intéressantes, la psychoéducation, les médicaments, le rythme, le sommeil, les activités. Et puis elle nous a parlé de ce qu'elle avait reçu, elle, dans sa foi. Et maintenant, la question vient de quelqu'un qui, de par ses fonctions ministérielles, est fréquemment amené à rencontrer des gens en souffrance et qui viennent chercher tout au moins un réconfort, soit sacramentel, soit dans l'écoute. Alors, dans ce cadre-là, pour un homme d'église, quelles seraient les paroles que vous retenez à la lumière de votre expérience ? C'est vrai que j'ai été encouragée, moi j'ai été beaucoup encouragée par des pasteurs. Il se trouve que voilà, je suis plutôt dans l'église protestante, mais ça aurait pu être par des prêtres.
et qui sont intervenus vraiment pour m'apporter un soulagement au niveau spirituel, mais ça a été toujours complémentaire en fait de l'approche psychologique ou psychiatrique. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un suivi spirituel, mais par exemple le pasteur pouvait m'expliquer que m'a réconforté en appuyant le fait que certes j'avais des troubles psychologiques, mais que dans la Bible par exemple, bon, c'est vrai qu'il n'est pas question de troubles bipolaires en tant que tels, mais par contre des grands dépressifs, ça c'est vrai qu'il y en a légion, des prophètes qui ont connu des très grosses angoisses, ça aussi il y en a beaucoup. Et c'est vrai que de me rendre compte que finalement les troubles que j'avais, j'étais pas seule à les avoir, et que même des grands hommes ou des femmes de Dieu avaient connu des troubles majeurs avec des idées de mourir, ça m'a un petit peu réconfortée. Mais encore une fois, ce à quoi je suis le plus fréquemment confrontée dans les réactions que j'ai ou dans les appels au secours, ce sont souvent des conjoints ou des proches qui me font part du fait que leur conjoint justement va pas bien du tout, qui suspectent des troubles bipolaires, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, sachant que si la personne en question n'accepte pas le diagnostic, est dans le déni, ne veut pas se soigner parce qu'elle considère que tout va bien, là j'ai bien conscience qu'il y a une vraie difficulté. Oui. Il y a une vraie difficulté. Ce qu'il faut avant tout, c'est que les proches sachent se protéger eux-mêmes, ne pas être en danger, parce qu'un maniaque, ça peut être quelqu'un ce qui n'est pas toujours le cas, mais ça peut être quelqu'un d'agressif. Et la difficulté dans ces cas-là, c'est que ce sont souvent les proches qui se sont tellement mal qu'ils doivent eux-mêmes se faire aider et on n'en sort plus, quoi. Et j'ai bien conscience que les situations sont vraiment complexes. Personnes décrit se sont agressées. En fait, la personne bipolaire, elles se sont agressées, incomprises. Dans les phases de déprime, elles rendent les personnes qui sont autour responsables de tout. Au bout d'un moment, on se rend bien compte que la personne qui vient se plaindre, qui est en souffrance, que le problème ne vient pas des personnes qui sont autour, mais le problème est en elle. Mais est-ce qu'il faut lui dire? Est-ce qu'elle peut l'entendre? Est-ce que le problème n'est pas autour de vous, mais est en vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est supportable par quelqu'un qui souffre de troubles bipolaires, qui peut être en phase euphorique, c'est rare qu'on dit. Oui, c'est sûr. Il court. En phase dépressive, qu'est-ce que l'on peut lui dire? Sans casser est-ce que ça casserait la porcelaine? Une approche en douceur, ça pourrait être de les amener à lire un témoignage, par exemple, de lire un livre de quelqu'un qui expliquerait son parcours. Et c'est vrai que se reconnaître dans le parcours de quelqu'un, ça peut être vraiment aidant. C'est un peu plus doux que de dire allez consulter un psychiatre. Je pense qu'il y a un gros problème, mais c'est vrai que lire un livre, ça peut être une prise de conscience un peu plus en douceur. Oui. Alors moi j'aurais envie d'ajouter ou de compléter encore le tableau de ces croisements de problématiques et de personnages là, qui ont des postures et des questionnements différents, et donc de prendre le Père Snoek comme prétexte. Voilà, et sa question. En fait, la question telle qu'il la pose, c'est en gros, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui viennent nous confier des choses, quels conseils on peut leur donner. Et là, il se situe à la limite d'une réponse un peu version psychothérapie, c'est-à-dire amener la personne à changer un petit peu d'angle de vue. Ce qui est, je dirais, qui part d'une bonne intention, mon père. Voilà. Et alors, j'ai envie d'aller un peu plus loin, et de vous titiller davantage. Et pour ça, je m'appuie sur le psychologue Yves Boulevin, qui est en fait assez connu du monde catholique, pour intervenir régulièrement sur Radio Notre-Dame. Nous sommes ici à Paris. Et il a une analyse sur ce qui se passe dans les bureaux d'accueil des prêtres.
Lorsque des personnes viennent vers eux et leur amènent la souffrance et le conjoint qui n'est pas satisfaisant, et puis la solitude, et puis le deuil, et puis les exigences envers l'Église et les revendications, etc., etc. Et alors il a cette image du courrier, en fait, l'expression de retour à l'expéditeur. Voilà. Quand une lettre vous arrive et qu'elle n'est pas pour vous, vous la renvoyez à l'expéditeur, et voilà. Et cette image-là, je pense qu'elle peut aider aussi dans ces circonstances-là. Et j'irai encore plus loin, et comme ça je retomberai sur vos pieds, sur mes pieds. Comme je l'ai dit tout à l'heure, AP21 a aussi puisque nous cherchons à favoriser cette articulation entre la psychologie et l'Église, et nous cherchons non pas seulement intellectuellement, mais aussi nous-mêmes en tant que chrétiens et qui bénéficient de la vie de l'Église et de la vie sacramentelle. Et nous avons conscience que nos prêtres sont souvent en difficulté. Alors par exemple dans ce qui vient d'être dit. Et un de nos buts, c'est d'éviter que les prêtres se retrouvent tellement poussés par les difficultés des gens, par leurs propres difficultés, par leur vie quotidienne, éviter qu'ils se retrouvent acculés au burn-out ou à ce genre de choses. Et donc nous avons aussi une action gratuite auprès de l'Église pour rendre banal le recours à la psychologie et pour sortir de cette posture de méfiance qu'il y a eu pendant trop longtemps de part et d'autre, entre la foi et la psychologie, l'Église et les psychologues, etc., etc. Et donc je vais retomber sur mes pieds, et peut-être ce sera un petit élément qui rajoutera à ce que vous demandiez. Dans ce cadre-là, un prêtre s'est adressé à moi en me demandant si je pouvais le recevoir, pour le coup, à titre individuel. Et je ne m'attendais pas du tout à cette demande dans le cadre en question. J'ai fait quelques réponses, comme elles me sont venues, le genre de réponses dont plus tard, comme dirait Manon, on se dit que c'est le Saint-Esprit qui nous les a inspirées, mais sur l'instant on se retrouve bien embarrassé. Et donc lorsque finalement, effectivement, on s'est retrouvé en situation d'entretien individuel, il m'a dit qu'il avait eu la certitude que c'était la Providence qui guidait cette rencontre, parce que j'avais prononcé, et je ne m'en souvenais pas, comme c'est souvent le cas, les psychologues, ça nous arrive souvent qu'un patient nous dise « Vous avez dit ça la dernière fois, ça m'a tellement aidé » ou « Ça m'a tellement choqué » et on ne se souvient pas de l'avoir dit, ou pire, on croyait avoir dit le contraire, mais enfin ça a aidé la personne. Et donc là, la phrase que j'avais prononcée, c'était, après son récit de souffrance dans le premier contact, je lui avais dit que je le croyais. Voilà. Alors peut-être, dans votre contexte également, dire à la personne que vous croyez sa souffrance, sans adhérer forcément à tout ce schéma qui peut être dysfonctionnel, mais que vous accueillez et vous croyez ce qu'elle vous dit, avec le retour à l'expéditeur interne chez vous, et peut-être aussi verbalisé. Écoutez-moi, j'entends et je comprends d'autres lieux peut-être. Voilà. Alors, une autre Je ne voudrais pas faire d'angélisme, mais à travers ce que vous avez dit à la fin de votre intervention au début, vous avez dit « Dieu m'a guéri ». Vous étiez guéri, que Dieu vous a guéri. À un autre moment, vous avez dit, quand vous avez parlé du pardon, que vous étiez transpercé par un flot d'amour de Dieu. Vous avez également dit à plusieurs reprises que vous aviez la foi depuis toute petite. Il y avait donc en vous en permanence une force venue d'ailleurs. Et quand vous avez terminé, vous avez dit que vous aviez acquis l'égalité d'humeur. Je ne sais pas si c'est exactement l'expression que vous avez employée. Moi, je l'ai traduite comme ça, parce que au XVIIe siècle, on employait beaucoup ce mot. L'égalité d'humeur. Et moi, le saut que j'ai fait tout de suite en voyant votre visage en même temps, c'est que l'égalité d'humeur chez vous me semble être que votre joie soit parfaite et que votre joie soit impérissable. C'est relié dans ma tête aussi à des témoignages d'artistes, notamment Jean-Sébastien Bach. J'ai relevé également
que vous voyez beaucoup avec les psaumes. Personnellement, Alberte le sait, personnellement, les psaumes, pour moi, je trouve qu'on trouve tout dans les psaumes, toutes les formes de prière qui correspondent à n'importe quelle situation d'humeur dans sa vie. Mais quand vous dites Dieu m'a guéri et j'ai été guéri, moi je note deux choses, ou même trois. Premièrement, que vous avez eu un diagnostic extérieur. Après, vous avez fait votre diagnostic en cherchant sur Internet. Et ça me paraît une démarche très constructive. Si vous cherchez par vous-même, vous vous trouvez, vous vous définissez, vous pouvez affronter l'adversaire parce que vous l'avez défini. Et je pense que ça, dans votre chemin, ça a dû être extrêmement important. Voilà, il y a cette chose-là, puis je vais la suite, évidemment. Ça ne peut pas rater, ça c'est l'âge, excusez-moi. Alors, à mi-parcours, je vais prendre la parole ensuite. Si, ça y est, je retrouve. Voilà. Et la deuxième chose, c'est dans votre guérison, la foi est éminemment considérable et c'est une grâce. Ça, c'est certain. Mais quelle est la part également que vous accordez aux soins médicaux? Parce que vous avez parlé tout à l'heure je n'ai pas bien noté le nom de Garches, la psychoéducation de Garches. Est-ce que vous faites la part de l'un et de l'autre séparément? Il y a une articulation entre les deux? Entre la foi et les soins médicaux? Oui, quelle est la part dans votre guérison, votre stabilité d'humeur? Quelle est la part de la grâce? Quelle est la part du travail de psychologie? Alors, j'ai pas retenu encore. Psychoéducation. Est-ce que vous pouvez éclairer un peu ça? Oui. Alors, pour reprendre pour le micro, là, oui. Donc nous avons une enseignante à la retraite d'histoire-géographie, de sciences humaines, qui nous fait part d'abord de ce qu'elle ressent à ce témoignage. Et qui associe la question de l'égalité d'humeur que dégage Manon et que vise quelqu'un qui vise à se sortir du trouble bipolaire également, et qui l'associe à la joie parfaite, comme si la joie n'était pas quelque chose de superficiel, de l'ordre d'une passion ou d'un plaisir auquel on serait soumis sans pouvoir en fait avoir la main dessus, mais qui serait parfaite, comme est le titre du choral de Jean-Sébastien Bach, si j'ai bien suivi votre pensée, et qui serait soutenu aussi par les psaumes de manière rassurante et stable. Et puis elle souligne aussi l'importance de se comprendre et de se définir, d'avoir une meilleure connaissance de soi, avant d'en être venu à une vraie question, qui était la part de la psychothérapie en complémentarité de la foi. Donc je vais répondre à la psychothérapie en complément de la foi, et je rajouterai même un autre élément dont je n'ai pas parlé. La psychothérapie, ça a été essentiel pour mieux comprendre donc la maladie. En fait, je rectifie juste ce que vous avez dit. J'avais d'abord compris par moi-même en cherchant sur Internet, et ensuite les médecins ont confirmé le diagnostic. Mais ça revient au même dans le fait de comprendre, ça aide à mieux gérer. Donc la psychothérapie, ça aide à comprendre qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie, qu'il faut apprendre à se connaître et mettre en place ses propres techniques pour éviter les crises. Et la foi agit à un niveau bien supplémentaire, parce que je dirais que même lorsque les techniques ont été mises à mal, par exemple par rapport à mes crises d'angoisse, ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore d'avoir des angoisses, et dans ces cas-là, j'arrive pas forcément sur le moment à réguler avec mes techniques artistiques. Je peux pas sur le moment forcément aller danser ou faire autre chose. Et dans ces cas-là, j'ai remarqué que vraiment c'est la lecture des psaumes qui pour moi est un moyen beaucoup plus radical et puissant, surtout chanter. Donc c'est pour ça que je fais souvent des retraites chez des religieuses, enfin chez des diaconesses, parce qu'elles prient beaucoup avec les psaumes, elles les chantent, et c'est vrai que dans ces moments-là, quand je suis chez elles, je suis transportée. Il n'y a plus du tout de question de trouble de l'humeur, c'est une humeur de joie, comme vous disiez, de paix. C'est quelque chose d'assez indescriptible. Et l'élément dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est primordial et qui aujourd'hui m'accompagne, c'est l'amour.
Et même si je vous ai décrit une enfance difficile, aujourd'hui, si j'avais pas mes parents et mes sœurs, parce qu'avec tout le chemin qui s'est fait dans la famille, non seulement j'ai été amenée à tellement parler à mes parents quand ça allait mal, que j'ai vraiment découvert mes parents, je dirais entre guillemets, grâce aux troubles. On est vraiment allé en profondeur, on a mis bas les masques, on s'est vraiment découvert les uns les autres, parce que c'est moi qui ai fait craquer un petit peu dans la famille tous les carcans qui étaient là. C'était une famille dysfonctionnelle, et le fait que moi je prenne tout sur moi fait qu'à un moment, tout a été un petit peu bouleversé dans l'ordre des choses, et on s'est vraiment découvert les uns les autres, enfin pour ceux qui voulaient bien faire ce chemin de mise à nu. Et j'ai découvert aussi ma sœur. Et aujourd'hui, ces êtres-là que j'ai, qui sont aimants, sont aussi un élément indispensable dans mon équilibre. Dieu est amour et nous voilà silencieux. Mais je vais vous poser une autre remarque. Je vais là aussi être un petit peu ironique à l'égard de l'éditeur de votre premier ouvrage, dans lequel figure une erreur théologico-sacramentelle qui a été reprise honteusement par les membres de l'association qui ont prévu cette soirée, pourtant relue par le Père Snoek. Et il a fallu un homme d'église un peu mieux instruit que nous autres, et que les éditions Salvator, pour nous faire remarquer qu'il y avait ici donc quelque chose de tout à fait choquant, qui est ainsi rédigé. Le mariage a été annulé. Merci madame. Donc des gens bien instruits mais trop bien élevés l'avaient remarqué sans nous en faire part. Donc le mariage a été annulé, nous disent les éditions Salvator. Donc je précise pour les personnes qui n'ont pas écrit de livre que tout l'intérieur c'est écrit par l'auteur, la préface c'est écrit par l'auteur de la préface, et la 4e de couverture est écrite par l'éditeur. Donc Manon n'est pas responsable de ce qui est écrit ici, pas plus que nous-mêmes qui n'avons fait que recopier notre responsabilité. Alors voilà, en fait, c'est un mariage qui n'a pas été annulé. Et je me suis posé la question, outre la vexation d'avoir laissé passer une erreur, une vexation que nous partageons, n'est-ce pas, mon père, je me suis donc interrogée, alors vous nous donnez une nouvelle formulation, en fait c'est la reconnaissance en nullité. Et Manon nous a dit encore ça autrement tout à l'heure, rendu nul, mais enfin annulé. Je trouve cette expression annulé, alors outre que je sais, parce que je suis une bonne chrétienne, que ça ne se dit pas comme ça chez les catholiques, mais enfin, je trouve ça très chargé pour le psychologue, en fait, du point de vue psychologique de la question. Un mariage qui serait annulé, Manon. Donc votre mariage est annulé, ce qui veut dire que tout votre vécu n'existe pas. Alors que dans reconnaissance en nullité, nous avons la reconnaissance de quelque chose, et on est dans quelque chose qui a quand même existé. On vous reconnaît une partie de votre vie malgré tout. Mais peut-être le Père Snoek voudrait faire un ajout plus fort. C'est très